En fait, quand j'ai 15 ans, ça va très mal à l'école et c'est vraiment compliqué. Est-ce que tu es dyslexique, Gilles? J'ai eu une enfance un peu chaotique, ça a été assez compliqué. Du coup, ton opinion est un peu différente de ce que je lis. Vraiment des boîtes que j'ai gérées moi-même, c'est 6. Hello, hello, bienvenue au The Leaders Lab, le podcast où on discute avec nos invités, les leaders d'aujourd'hui et de demain, en toute intimité. Aujourd'hui, j'accueille Gilles Babinet. Hello Gilles, Bonjour. comment tu vas? Plutôt bien. Écoute, ça me fait très plaisir de te voir. Alors, je ne vais pas te présenter parce qu'il y a beaucoup de gens qui te connaissent déjà, mais je vais te laisser te présenter en 30 secondes. Ok, écoute, moi à la base, je suis plutôt un entrepreneur, notamment pour tes auditeurs. Depuis un certain nombre d'années, je m'intéresse beaucoup aux enjeux de politique publique et de numérique. Donc, je fais ça au sein du Conseil national du numérique, à l'Institut Montaigne, et aussi dans des situations d'enseignement à Sciences Po et à HEC et à la Commission européenne. Merci. Mais moi, je connais Gilles comme une personne très humaine, qui est généreux avec son entourage, donc on en parlera, qui soutient des associations, on en parlera aussi, et qui est très franc-parlant, on peut le dire. Écoute, ouais, on verra bien On verra à à la ce podcast. fin. Ok, écoute, l'idée c'est de comprendre tout au début qui tu es, d'où tu viens, qui est Gilles, où tu es né, tout ce que tu peux dire de ton enfance. Waouh. Écoute, moi je suis plutôt parisien, je suis né à Issy-les-Moulineaux, j'ai vécu à Meudon, je viens d'un milieu qui est un milieu modérément bourgeois, voilà, plutôt tourné vers les sciences et l'ingénierie. J'ai eu une enfance un peu chaotique, ça a été assez compliqué, notamment avec vraiment un très mauvais parcours scolaire. Et puis, assez rapidement, j'ai monté des entreprises. Et là, les choses se sont un peu normalisées. Voilà, j'ai passé, pour ainsi dire, une trentaine d'années à monter des entreprises. Beaucoup d'entreprises. Quand on s'est rencontrés, tu avais une entreprise sur la data, je crois, sur la big data. Ouais, effectivement, j'ai eu ça il y a une douzaine d'années. Une dizaine d'années, oui. Mhm. Alors, on va en parler de l'entrepreneuriat, mais avant ça, on en parlait il y a juste quelques minutes. Est-ce que tu es dyslexique, Gilles? Non, je ne suis pas dyslexique. Je pense qu'on dit ça parce que je ne cache jamais que j'ai toujours été très mauvais à l'école. Et donc je pense qu'il y a des gens qui ont traduit ça par il est dyslexique. En réalité, si je devais avoir une pathologie, c'est celle de ne pas être très intelligent, puisque je me suis fait mesurer mon QI à 2 reprises et j'avais un QI très faible. C'est vrai que ça s'est passé quand j'avais plutôt 12 ans. Donc il faudrait le refaire maintenant pour savoir ce qu'il en est aujourd'hui. Est-ce qu'il mesurait pareil quand tu avais 12 ans et maintenant? Je sais Et pas. la norme, et c'est quoi la Oui, norme aussi? il y a une forme de norme, c'est Binet qui a inventé les tests de QI. Et c'est d'ailleurs normalisé à une échelle quasi mondiale aujourd'hui, les tests de QI. Bon, enfin, on testera, toi tu testeras et tu nous diras ou pas. Si j'ai l'occasion de le faire, ouais. Nous, on a notre petite idée sur le sujet, mais on te laisse scientifiquement. Moi aussi, j'ai mon idée sur le sujet, mais c'est peut-être pas la tienne. C'est que je crois assez peu en l'intelligence. C'est vrai? Pas tellement. Mais on en parlera aussi quand on parlera du livre, parce qu'il Ok. y a un lien avec. En attendant, Gilles, quand tu étais petit, tu t'étais dit maman, quand je serai grand, je serai qui? Alors, j'ai eu plusieurs je saurais quoi. Je pense que quand j'étais vraiment petit, je voulais être conducteur de locomotive. C'est vrai? J'ai toujours eu un grand attrait pour les chemins de fer et les trains. Voilà, donc ça a duré un certain temps. Et puis après, je pense qu'il y a eu quand même l'idée de converger vers le métier d'ingénieur. À un moment, j'ai voulu être ingénieur agronome. Euh, et puis après, j'ai commencé à travailler assez tôt dans le bâtiment. Et j'ai beaucoup aimé ça d'ailleurs. Voilà, donc, Et tu as fini dans la politique ou dans les startups? je dirais pas que j'ai fini dans la politique parce que j'en ai jamais vraiment fait. Mais on peut dire que j'ai fini dans la start-up, même si c'est pas encore tout à fait fini.
Non, j'ai fini quand tu es devenu grand. Donc pour toi, tu peux encore changer de métier d'ailleurs, du coup. Ah ouais. C'est quoi le prochain métier que aujourd'hui tu dirais Je sais pas du tout, mais j'ai vraiment des des centres d'intérêt qui sont loin de mon parcours initial. Maintenant, je m'intéresse beaucoup aux enjeux de cognition, par exemple. Mhm. Euh, on va voir si j'en fais quelque chose ou pas. Ok. Et est-ce qu'on peut avoir une licence de locomotive? Parce que j'y pense. Non, on peut être formé pour conduire des trains, mais ça Mhm. veut dire travailler à la SNCF. Et ça, pas tout de suite. Je crois pas que ce soit encore possible pour moi à mon âge. Ok. Du coup, tu commences ta carrière ou ton éducation par où? Tu fais une école de commerce, une école d'ingé ou pas d'école? Non, 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 non. En fait, quand j'ai 15 ans, ça va très mal à l'école et c'est vraiment compliqué. Et je dis à mes parents, je ne retournerai plus à l'école. Et j'arrête l'école. T'es arrêté à 15 ans. J'ai arrêté à 15 ans et j'ai commencé à faire des petits boulots dans le bâtiment à peu près au même moment, euh, dans les mois qui ont suivi, principalement dans la boîte du père d'un copain et puis dans deux autres entreprises. Et ça me permet de gagner de l'argent, ce qui à 15 ans est génial, quoi. Tu gagnes ta vie à cet âge-là, c'est super. Et donc c'était un moment très compliqué, mais ça a été un fil directeur dans les années qui ont suivi. Dès que je pouvais, je faisais des chantiers. Et il y a quand même un complexe que tu as développé en disant ça se passe pas bien à l'école, donc je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça, ou au contraire c'était une force? Non, c'était un complexe, et c'était notamment un complexe de non-intelligence. C'est-à-dire, je me suis dit, parce que j'avais entendu la conversation entre mes parents et le psychologue qui disait, bon, manifestement, il n'est pas très malin, en gros, hein, et Mhm. donc il ne faut pas le pousser trop dans les études. Et donc c'est un peu traumatisant, et puis je m'étais dit, bah zut, il faut que je trouve d'autres trucs. Donc le bâtiment, c'était bien parce que tu n'as pas besoin de te prendre la tête, et donc j'ai fait ça. Mais j'avais plein d'activités connexes, et en fait, j'étais dans mon monde, dont le code. J'avais un copain, Yuri, qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, mais qui m'avait vraiment... on s'était mis assez sérieusement au code Au code à informatique, coder. Ah oui, voilà, à oui. coder. Mais pour moi, c'était comme jouer aux jeux vidéo, quoi. Mhm. Tu codes, tu joues aux jeux vidéo, c'est pareil. Et donc on faisait ça, et on faisait des jeux, en fait, en réalité. Et ça a été assez utile pour la suite. Dans la création de tes startups dans la tech. Ouais, et donc, vers 20 ans, 21 ans, je prends un boulot d'alpiniste dans le bâtiment et on me demande de connecter des espèces des façades électriques, par exemple le CNIT là-dessus, et puis par la suite un immeuble, d'ailleurs pas loin d'ici, enfin ainsi que du côté de Colombes, voilà, un grand immeuble qui était en construction sur lequel il fallait faire des descentes d'ascenseur. Euh, et puis, un jour, mon patron me refuse une promotion. Je devais être chef d'équipe. Et puis, je me présente pour être chef d'équipe et je ne suis pas pris. Et j'étais furieux et je demande un entretien, je vais le voir dans son bureau. Et là, il me dit, mais de toute façon, toi, tu n'as plus à être ici, qu'est-ce que tu fais encore là? Tu devrais faire quelque chose d'autre. Je lui dis, mais qu'est-ce que je devrais faire? Il me dit, mais je sais pas, fais n'importe quoi, fais des études ou monte une boîte, fais quelque chose. Et en fait, j'ai monté une boîte. Voilà. Donc il y a une prise de conscience poussée par quelqu'un de l'extérieur qui t'a dit que finalement t'es pas, excuse-moi je paraphrase, mais t'es pas aussi bête que tu le crois et prends ton envol. Je ne sais pas si c'était qu'il considérait, je pense qu'il considérait que j'étais trop indépendant, tu D'accord. vois, et que j'étais un peu dans mon monde et tout ça, qu'il fallait que je fasse mon truc moi-même. Euh, et vraiment, je me suis dit, bah, j'étais très, très blessé de ne pas avoir cette promotion, et je pouvais plus considérer rester chez lui. Je me disais, Mhm. je continuais quelques mois, mais dans le même temps, j'étais avec un copain, on commençait à se dire, est-ce qu'on ne monterait pas une boîte? Et puis on a monté cette boîte. Mhm. 30 boîtes, t'as dit? Combien de boîtes tu as monté Non, non, en non, tout? moi j'ai monté vraiment des boîtes que j'ai gérées moi-même, c'est 6. Que 6.
que j'ai créé plus, parce qu'il y en a d'autres, j'ai donné l'idée à des amis, Mhm. je suis devenu un actionnaire, parfois un administrateur, parfois le président de la boîte d'ailleurs. Voilà. Et comment tu arrives donc d'organisation des startups à travailler à l'Institut Montaigne, à la Sinum C'est une longue histoire, mais l'Institut Montaigne, en gros, c'est comme j'avais monté pas mal d'entreprises, ils m'ont demandé de venir participer à un rapport sur la création d'entreprises et le développement d'entreprises. Et à l'époque, je suis tombé sur Claude Bébéar, Mhm. qui était le fondateur de l'Institut Montaigne, et qui me dit, mais pourquoi vous venez pas travailler avec nous? Et j'ai pas voulu lui dire, mais au fond de ma tête, j'ai pensé, c'est un truc de droite, j'ai pas envie d'aller bosser pour un truc de droite. Et il a dit, écoutez, si vous avez des doutes, si vous voulez comprendre ce qu'on fait, venez avec moi dans, je sais plus, un mois ou 3 semaines. On fait une audition des gens de quartier à, je sais plus si c'est à Sevran-Beaudotte ou dans ce coin-là, voilà, dans le quartier nord de Paris, et ça pourra vous intéresser. Et là, je me dis, c'est quand même marrant de passer une après-midi avec BBA, et j'y vais. Et en fait, c'est à Sarcelles. J'arrive à l'adresse indiquée, c'était un kebab. Je rentre, il y avait Claude Bébéar assis à une des tables du kebab, et ils avaient organisé pendant toute l'après-midi des rencontres avec des gens du quartier. Et quand j'ai vu la façon dont ils respectaient les gens, le fait qu'ils écoutaient tous les gens des quartiers, vraiment avec la même attention que si ça avait été des dirigeants du CAC 40, je me suis dit, waouh, ce truc est vraiment bien, c'est vraiment différent. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec eux. Et on parlera de comment tu as arrêté de travailler avec eux, mais avant ça, la Sinum. Eh bien, ça a été un peu dans la foulée de ça. Je crois au bout de un an d'Institut Montaigne, j'avais écrit un article assez critique à l'égard de la politique de euh, Nicolas Sarkozy, président de la République, en matière de numérique. Et par revanchard, le conseiller numérique de l'Élysée m'a contacté en me disant, on monte un truc qui s'appelle le Conseil national du numérique, on Mhm. aimerait bien que vous soyez dedans. Et puis il y a eu une élection et j'ai été choisi comme président. Et si je fais un peu, j'ai envie de le faire en mode entretien d'embauche, quel est le projet dont tu es le plus fier dans ta vie un peu entre guillemets politique, puisque tu ne fais pas de politique, mais tu es quand même assez médiatisé sur ces sujets-là. Quel est le projet dont tu es le plus fier? Café IA, c'est ce que je fais en ce moment. Mhm. C'est l'idée d'aller partout en France pour parler d'intelligence artificielle et de le faire dans le cadre de débats publics et de n'avoir aucun prérequis sur le type de population qui doit participer. C'est pour tout le monde. Tout le monde vient, tout le monde discute. Tout le Et monde vient, tout le l'idée, monde c'est discute. de parler un peu de l'IA, d'expliquer ce que c'est l'IA pour que tout le monde comprenne l'impact. Ouais, et de débattre aussi, Mhm. de permettre aux gens de faire un truc qu'ils font plus et de débattre entre eux. Mhm. Et quel est, à l'inverse, le projet où, dans les Américains diraient le failure, or that you must learn, le projet où tu penses que ça aurait pu être mieux? Ah, j'ai plusieurs projets comme ça, mais j'ai deux projets en particulier. J'ai une entreprise, l'entreprise de data Captain Dash, où c'est un contexte un peu compliqué, mais j'ai un associé qui a fait une dépression et qui était le patron de la boîte. Mhm. Et donc ça a créé beaucoup de problèmes. Et, la société n'a pas marché comme elle aurait dû. Et puis une autre société qui avait un brillant avenir, qui s'appelait MXP4, euh, qui a été revendue à la fin dans des conditions qui n'étaient pas optimales, mais qui auraient pu marcher beaucoup mieux. Mhm. Ok, écoute, on change un peu de sujet, merci Gilles. On revient, on était en train de parler d'un livre que je suis en train de lire et tu as des opinions que tu partages, donc c'est super, mais du coup, ton opinion est un peu différente de ce que je lis Mm. sur ce livre. Donc c'est La Grève, À la Sugar. ouais, qui est d'ailleurs de 1957 d'ailleurs, ça fait 50 ans qu'il est prêt. Plus de 50 54, ans, il me ouais. semble, ouais. 54, Ayn Rand. Ayn Rand, c'est un personnage fascinant. C'est une réfugiée de l'Union soviétique, donc qui est sortie et qui en a vraiment vécu les pires travers, et qui va s'instituer très rapidement comme
une voie politique aux États-Unis. Elle fréquentera Eisenhower. Elle aura vraiment une inflexion sur la pensée politique américaine assez forte. Aujourd'hui encore, un certain nombre de présidents, George Bush Jr. Ou l'ancien président de la Fed, disent que c'est le livre qui les a plus frappés. Et moi, je suis en radical désaccord avec ça. Je pense que avoir une analyse politique de Alan Sugar, c'est faire aveu de méconnaissance, je ne dis pas ça pour toi, de ce que c'est que les grands postulats de la pensée politique. En fait, il y a deux idées que je combats dans Alan Sugar. La première, c'est l'idée que l'entrepreneur est une fin en soi et que finalement, il faut libérer l'entrepreneur. Les entrepreneurs ne sont libres que dans un contexte politique. Et c'est ce que ce livre méprend complètement. On ne comprend pas que ce qui permet à un entrepreneur de s'exprimer, c'est qu'il y a un droit fiable, qu'il y a des tribunaux en cas de recours, qu'il y a des gens qui sont convenablement éduqués. Et imaginer que l'entrepreneur est finalement la quintessence d'un système social, ça me semble absurde. Puis il y a une deuxième idée que je combats aussi, c'est la notion d'objectivisme. C'est-à-dire qu'il y aurait une sorte de fil de perspective qui conduirait vers une sorte de raison commune. Et ça, je trouve que c'est une négation de la philosophie politique, mais même de la pensée philosophique. Et d'ailleurs, aux États-Unis, il y a depuis une vingtaine d'années un courant des libraires, des gens qui structurent la pensée politique pour sortir Ayn Rand du rayon des philosophes. Et je pense que c'est très justifié. Mais alors attends, donc lui il dit, de ce que je lis, j'ai pas fini encore. Moi je suis arrivée au moment où en fait les entrepreneurs pour réussir, parce que d'une façon assez égoïste entre guillemets, c'est ce qu'ils disent. Un entrepreneur c'est un égoïste, il travaille très bien initialement pour soi, pour se faire de l'argent, et ensuite pour la vie sociale, et encore c'est parce qu'on va gagner de l'argent que on va permettre aux autres de gagner de l'argent. Moi la seule chose qui m'a un peu frappée jusqu'à maintenant, c'est je n'aime pas ce modèle politique, je n'aime pas cette société, je me retire. Il n'y a pas eu de je vais aider, il y a eu vous êtes tous bêtes, je m'en vais, je crée mon monde parallèle. Oui, c'est. Alors en passant, Ayn Rand ne fait que reprendre des idées qui datent du XVIe siècle, du XVIIe siècle, plutôt du XVIIe siècle, ou du XVIIIe siècle d'ailleurs, de Tocqueville et autres, sur le fait que finalement, il y a une sorte de conséquence à l'égoïsme qui rebondit sur toute la société. Donc ça, elle n'a rien inventé là-dessus, mais elle a capitalisé dessus très largement sur ce sujet. Et on le sait bien, c'est le propre de la pensée libérale. C'est-à-dire que finalement, l'intérêt bien compris fait qu'il y a une résonance sur les autres. Et je ne nie pas du tout. D'ailleurs, ça a été totalement théorisé en termes de pensée économique et de pensée politique, bien avant elle. Ce que je conteste chez elle, c'est de l'objectiver, c'est-à-dire dans le sens un peu d'une pensée naturelle, de dire, en fait, c'est l'aboutissement d'un système quasi naturel. Voilà. Donc ça, je suis très contre cette idée. Il y a un truc dedans quand même qui ressort beaucoup, l'idée de se dire, elle le dit souvent, la principale d'ailleurs, d'Agnès, celle qui crée aussi les chemins de fer, on a parlé des chemins de fer, elle dit souvent, il n'y a plus personne qui est compétent, personne ne veut apprendre, personne ne veut travailler, les gens qui veulent vraiment faire le travail bien, il y en a de moins en moins. On est aujourd'hui en 2025, j'entends beaucoup cette phrase aujourd'hui. On commence à reprocher un peu à la jeune génération, ils n'apprennent pas bien, ils ne travaillent pas comme eux, c'est pas le même engagement. Il y a un peu de répétition, mais pour toi, où est-ce qu'on en est là? Quelle est ton opinion sur... Non, mais que les systèmes tendent vers des modèles plutocratiques et qu'il y a des risques d'effondrement, je veux dire, c'est pas nouveau. Ça, on le sait, et que la bureaucratie soit un phénomène naturel, c'est très analysé. Max Weber en parle beaucoup. Et donc, voilà, je nie absolument pas ça. Ce que je nie juste, c'est cette façon qu'elle a
de créer des pensées religieuses, en fait. Voilà. Il n'y a plus besoin de penser, c'est l'évidence même, c'est l'objectivisme nous pousse vers ça. Ça, d'ailleurs, pour moi, c'est de la pensée totalitaire, en réalité. Mhm. Que tu n'aimes pas. Et je pense que Enron fait Qui est partie dangereux, des tu gens contre lesquels je lutte le plus, qui sont les plus dangereux qui puissent être. Ok. Tu es très... Alors, ceux qui te connaissent, Gilles, ils savent que tu es très direct. Tu es un peu médiatisé quand même, un peu. Est-ce que ça te joue des détours? T'en parles assez quand même ouvertement aussi, des messages haineux que tu peux recevoir, Ouais, ça me dérange pas trop. En fait, les réseaux sociaux sont devenus tellement violents que si tu acceptes pas de te faire un peu bâcher de temps en temps, parfois violemment, hein, il vaut mieux ne pas y aller, quoi. Donc ça me gêne pas trop. Je pense pas que ça me joue des tours parce que parfois je me retrouve dans des situations où notamment j'ai des affrontements politiques avec des acteurs politiques, par exemple, qui essayent de me faire trébucher, de me mettre dans des situations un peu inconfortables. Je dis assez clairement ce que je pense quand quelque chose dysfonctionne. Et parfois, on essaie de m'écarter de processus de décision. Je n'ai pas envie d'être spécifique là-dessus, mais c'est arrivé encore il y a quelques mois. Et ça, c'est ça qui te dérange. C'est pas le fait Non, ça que ne me les dérange gens pas, mais publiquement ça existe et c'est normal. C'est quand on s'exprime, eh ben, les gens qui ne sont pas d'accord essayent ils t'écartent. de t'écarter. C'est tout à fait normal. Et quand on regarde comme ça de l'extérieur, on se dit tu es solide. Tout va comme ça de l'extérieur, tout va tout le temps bien. Est-ce que tu as comme tout le monde, des moments down? Et si oui, et quand ça arrive, comment tu les gères? Qu'est-ce qui te permet de reprendre goût, continuer le travail que tu fais? En général, je suis plutôt... j'ai pas tellement de moments down. J'en ai de temps en temps, mais c'est pas beaucoup. Il n'y a pas un moment où tu te dis j'ai un ras-le-bol, j'arrête? Non, pas vraiment. Je crois pas. Non, non. J'ai plutôt... voilà, j'ai une femme qui me soutient et avec qui je peux me confier quand j'ai euh, des enjeux, mais dans l'ensemble, j'aime ce que je fais et je fais ce que j'aime. Voilà. Et ça t'aide et en soi, c'est ce qui fait que tu es plutôt stable. Et ouais, je pense que parfois je trouve que ces derniers temps, je manque un peu d'ambition. Je me dis peut-être il faudrait que je recrée une société ou que je crée une association ou quelque chose comme ça. Mais comme j'ai ce projet de Café IA, ça va. On verra ce qui va arriver à la fin de 2025. En parlant d'association, avec ton épouse, vous soutenez une association, J'accueille. Je te laisserai en parler, mais moi j'ai trouvé ça absolument. J'en ai entendu parler du coup chez toi il y a quelques années et je trouve ça absolument admiratif. Mais il faut que tu en parles et je pense qu'il faut vraiment que les gens fassent comme toi. Ouais. Comme vous, du coup. Comme nous, ouais. En fait, on a toujours eu tous les deux cette attention, notamment aux réfugiés. Et puis, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Et on en a accueilli plusieurs à la maison. Et c'est tous devenus des amis, d'ailleurs. Donc, c'est assez rigolo. Enfin, c'est plutôt des belles histoires de gens qui étaient hier soir à la maison, en réalité. Parce que on faisait le tour, c'est-à-dire le dîner du soir après le ramadan. Et donc on leur avait proposé de le faire à la maison et on a fait ça et on était très heureux de les voir. Et il y avait une histoire, il s'appelle le jeune homme dont tu parles? Alors, il est resté très longtemps à la maison. Il est arrivé du Soudan un peu traumatisé, un peu perdu et on l'a pris à la maison au bout d'un an, je crois. Ça faisait un an qu'il était en France. Il parlait pas très bien le français, il parlait bien l'anglais. Et puis au début, on devait le garder qu'1 an, on l'a gardé 2 ans, au bout de 2 ans, on l'a gardé 3 ans. Et puis à un moment, il avait un boulot, il avait un diplôme, on l'a un peu fichu dehors, en disant écoute, il faut que tu partes. Et il était tellement attaché à nous qu'il a loué un appartement dans la cour de notre immeuble. Voilà. Et puis
quand cet appartement a été mis en vente, comme il était salarié, il a acheté l'appartement. Voilà, donc il est toujours là. Et au-delà de Et ça, il a dit qu'il ne partira pas aux États-Unis, c'est ça? Oui, oui. alors c'est pas lui, Oui. ça c'est un Afghan qui est arrivé dans des conditions incroyables, qui serait un peu trop long à raconter ici, mais on a dû en une semaine, en gros, un peu faire le air support, comme on dit, c'est s'occuper de l'accueillir en France, essayer de l'aider autant que possible. Et puis lui, c'est un jeune ingénieur aujourd'hui en cybersécurité. Et il y a quelque temps, il disait, mais ma famille me dit, pourquoi est-ce que tu vas pas aux États-Unis? Tu pourras aller aux États-Unis. Et il a dit, mais je ne peux pas parce que j'ai ma famille ici. Et il parlait de nous. Donc évidemment, nous, on était très touchés d'entendre ça. Vous avez une belle relation qui continue. Alors, explique-nous, j'accueille. Qu'est-ce que vous faites? Parce que c'est pas juste les accueillir à la maison. Alors J'accueille, c'est une association qui a été initiée par Singa. Singa, c'est une association qui s'occupe de réfugiés au sens large, dont ma femme était d'ailleurs coprésidente, et puis, non, vice-présidente, et puis qui a créé un chapitre donc qui s'appelle J'accueille, qui concerne particulièrement la façon dont les réfugiés vont pouvoir être hébergés chez les gens, dont elle est maintenant coprésidente. Donc cette association essaie de gérer la relation entre les accueillants et les accueillis. Voilà, et on est évidemment toujours partie prenante de ce programme, même si à l'instant où on parle, on n'a pas de réfugiés à la maison. Mais vous les accueillez, je me rappelle, mais il y a aussi, vous leur ouvrez vos réseaux, vous les aidez à apprendre et trouver un boulot, enfin un travail ou une suite. Dans la mesure du possible, ouais, on essaie de faire ça. Alors pour c'était plus facile parce que, quoique pas forcément, mais tous les deux travaillent dans l'informatique. Euh, et, euh, et voilà, mais effectivement, on essaie de les aider. Le problème de moi, c'est qu'il avait fui l'Afghanistan au moment où les talibans étaient en train de prendre le pays et il n'avait pas validé son bachelor. Mm. Il était sur le point de le passer, puis les derniers jours, bah, il a dû fuir le pays et arriver en France. Et donc on a dû un peu se battre avec l'administration française pour qu'il valide ce bachelor exceptionnellement pour qu'il puisse rentrer à l'ESSILV, dont j'ai appris ce matin que c'était la deuxième meilleure école d'informatique française. Bravo, c'est grâce à moi, peut-être. Ah, c'est grâce à lui avant toute chose. Évidemment. Gilles, il y a beaucoup de citations probablement que tu aimes, que tu dis. On demande toujours à nos invités quelle est leur citation préférée. Quelle est la tienne? Alors moi, j'en ai une qui vient un peu d'une blague lors d'un podcast, d'ailleurs, il y a une quinzaine d'années. On m'avait demandé quelle était ma citation préférée. J'avais répondu y croire et encore y croire. Et en fait, je pense que les choses se font beaucoup par intention, en fait. C'est-à-dire que quand on a l'intention et que l'intention est forte, ben ça fait que les montagnes disparaissent en réalité, que c'est beaucoup plus facile de faire les choses. Donc c'est ta propre citation, du coup. Y C'est la croire. mienne à moi. Bravo. Est-ce qu'il y a un conseil que tu veux donner à nos lecteurs, nos écouteurs? Imagine, Attends, je te pose une question et après je te repose pour la question. Imagine, je ne sais pas ce que je veux faire, peu importe quel âge j'ai. Par où commencerais-je selon Gilles Et moi, j'étais beaucoup dans cette situation quand j'étais jeune, c'est-à-dire que les gens pensent toujours que je suis né entrepreneur. C'est-à-dire que depuis que j'ai 4 ans, je dis que je serai entrepreneur. Et en fait, c'est tout sauf vrai. D'ailleurs, pour être précis, je me souviens avoir rempli un sondage, probablement quand j'avais 16 ou 17 ans, c'était, on m'avait sondé dans la rue, et j'avais mis la notion d'entreprendre plus en bas de toutes les choses. J'avais mis des boulots comme, je sais plus quoi, travailler dans la marine, plus haut, enfin, on m'avait posé plein de questions, voilà. Et entreprendre, j'avais mis tout en bas, donc je n'étais pas du tout prédestiné à ça. Je pense que les recommandations que je ferais à quelqu'un qui ne sait pas quoi faire, c'est vraiment d'aller à l'extérieur, d'aller se mêler à des milieux qui ne sont pas les siens, d'essayer d'être ouvert
et pas de rester dans sa strate sociale. Alors, on est tous prisonniers de notre strate sociale, d'essayer d'en sortir et de faire des choses qui sont le plus inattendues possible par rapport à ce que l'on fait. Voilà, ça c'est... Et lire beaucoup de livres. Je crois savoir que vous lisez beaucoup, toi et ton épouse. Ouais, alors j'ai beaucoup lu, et je pense que c'est ce qui m'a sauvé dans la vie aussi, c'est parmi les 2-3 trucs qui m'ont sauvé, c'est le fait que j'ai toujours beaucoup aimé lire, et que comme j'étais très insomniaque quand j'avais 12-13 ans, et en fait, d'ailleurs c'était une des raisons de mon décrochage à l'école, c'est que je lisais toute la nuit en fait. Et j'ai gardé pas mal cette habitude. Je l'ai un peu perdu avec les réseaux sociaux, avec tout ça. Puis à 2 ans, je me suis dit, mais c'est complètement débile, et je me suis remis à lire pas mal. Des livres. Des vrais livres. Un livre Enfin, que tu conseilles? des vrais livres, mais pas forcément en papier, puisque je les lis beaucoup sur mon téléphone mobile. Euh, Plein, Mathematica, de David Bessis. Extraordinaire. Vraiment un bouquin incroyable. Ok, notre prochain podcast, on en parle. Ouais. Un dernier conseil, un mot que tu veux dire aux gens qui te regardent? Quelque chose qu'on ne sait pas encore de toi, que tu n'as dit à personne encore Que j'ai dit à personne encore. J'ai un grain de beauté sur la fesse droite. Non, mais non, plus sérieusement. L'humour, tu l'as, ça c'est bien. Je suis en train d'essayer d'écrire un bouquin sur la symbolique. Et je voudrais laisser ça là parce que c'est tellement bizarre que les gens vont se demander ce que c'est. C'est très symbolique. C'est très symbolique. Merci Gilles. Un Merci. agenda très chargé. Ravi de t'avoir accueilli. Et on continue, on va se recroiser. À bientôt. Ça va très vite. Merci à vous de nous avoir regardés. Vous nous suivez, vous likez, vous vous abonnez, etc. Bon, vous savez ce qu'il faut faire. En tout cas, lisez beaucoup. Si on peut en sortir en une phrase de ce podcast, il faut apprendre, lire, se croire, croire dans vos rêves et agir. À très vite.